Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Pierre Conessa. Bonjour. Auteur du livre Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel. Justement, vous parlez de ce complexe militaro-intellectuel. Avant d'entrer dans les détails, Pierre Conessa, d'emblée, ça renvoie à une autre expression bien connue, celle du complexe militaro-industriel, décrit évidemment par le général Eisenhower. Mais ça, c'était une autre époque, celle de la guerre froide. Oui, parce que le général Eisenhower, d'abord, c'était un militaire. Il avait fait la Seconde Guerre mondiale. Vous connaissez ses fonctions. Mais il s'inquiète parce qu'on est en plein dans la guerre froide et qu'il y a une course aux armements qui va amener à ce qu'on appelait l'overkilling, c'est-à-dire qu'on avait la capacité de détruire plusieurs fois la planète. Et avec cette distance d'un grand homme d'État, il dit « mais faites attention, ce complexe militaro-industriel prend de plus en plus de place ». Et c'est vrai que pendant longtemps, on pense que c'est ce complexe militaro-industriel qui peut provoquer les guerres. Bon. Si vous avez lu Tintin, le sceptre d'Ottokar, vous savez bien que le Bazarov, le vendeur d'armes, se balade avec... Donc, il y avait cette caricature. Et moi, je trouve que le temps a changé. D'abord parce que j'ai travaillé avec ces industriels de l'armement, j'ai même fait de l'exportation d'armement. Et je trouve que je ne les ai jamais vus intervenir dans une décision politique post-91. D'ailleurs, on peut citer, Pierre Conessa, peut-être une phrase de l'ancien conseiller de Gorbatchev. C'est Arbatov, il avait dit aux Américains « Nous allons vous rendre le pire des services ». La suite ? Nous allons vous priver d'ennemis. Et voilà. Et qu'est-ce qui a changé depuis ? Eh bien, écoutez, d'abord, sa phrase était incroyablement judicieuse, mais il pensait que... il y aurait le même effet de l'autre côté. C'est-à-dire que le monde occidental se déliterait, puisque finalement, il n'y avait plus d'ennemis, etc. Et donc, se pose tout de suite la question de savoir, puisque le pacte de Varsovie est dissous par Gorbatchev, que tous les anciens pays satellites basculent, etc., on se pose la question, est-ce qu'on garde l'OTAN ou pas ? Et finalement, on peut déjà commencer par là-dessus, un certain nombre de personnels. Alors à l'époque, l'interlocuteur, c'était Yeltsin, qui était un ivrogne invétéré, et donc il n'a jamais pensé à formaliser des engagements oraux qui avaient été pris par Chirac, par Kohl, etc. Bref. Et donc il y ait derrière, dans la société russe, l'impression de s'être fait avoir dans cet épisode, ça laisse des traces. Vous savez, une société, c'est de l'histoire longue. On va en parler justement de cette histoire longue. Cette histoire longue, c'est une psychologie qui est propre à chaque peuple, d'ailleurs. Vous savez, nous, par exemple, la place mythologique que tient la Révolution française dans notre identité, c'est pas la peine de l'expliquer. Mais ça va beaucoup compter justement, et vous le dites dans votre livre, qui repose, Pierre Conessa, sur un concept, sur une réflexion qui est celle de la fabrication de l'ennemi. Mais dites-nous, qui fabrique l'ennemi ? Et en démocratie, mais c'est évident pour nous, on n'embarque pas dans une guerre un peuple contre son gré. Oui, moi je me suis intéressé surtout à la fabrication de l'ennemi dans les sociétés démocratiques. Parce qu'évidemment, quand on est dans une dictature, ma foi, il suffit que le dictateur décide un beau jour, comme l'a fait Saddam Hussein d'ailleurs avec le Koweït. Et il a évidemment autour de lui des courtisans qui ne s'amusent pas à discuter. D'ailleurs, on a vu des scènes avec Poutine qui étaient assez édifiantes, si vous voulez, où on se rendait compte que on avait l'impression que c'était une veillée mortuaire où il y avait le mort qui parlait, quoi. C'est-à-dire qu'on était dans quelque chose dont on sentait, avec ces scènes filmées de Poutine, qu'on ne discute pas avec un dictateur. Bon. Par contre, dans une démocratie, si vous voulez déclencher une guerre, il faut qu'elle soit démocratique. Donc, il faut qu'il y ait une conviction dans l'opinion publique. Convaincre l'opinion. Convaincre l'opinion. C'est pour ça que j'ai appelé ça vendre la guerre. Parce que depuis qu'a disparu la matrice stratégique sur laquelle on a travaillé pendant plus de 50 ans, évidemment, Arbatov dit une vérité. Et cette vérité, c'est que tout à coup, on a un monde où continue à exister un certain nombre de crises, mais on a déjà des gens qui pensent l'après-URSS. Et l'après-URSS, il y a eu des versions, d'ailleurs américaines surtout. Vous aviez Huntington qui parlait du clash des civilisations, en expliquant qu'évidemment, maintenant, c'était le choc culturel et militaire entre les grandes cultures. Mais que lui, Fukushima, à la fin de l'histoire. Oui, mais lui, il décidait que c'était le monde arabo-musulman et le monde asiatique qui était la menace. Bon, nous, on a fait une trentaine d'interventions militaires depuis 91, mais nous, c'est pas pareil, puisque nous, c'est pour le bien. Et puis, évidemment, on est démocratique. Bon, je pense que les Irakiens, bombardés par des bombes démocratiques, si vous voulez, ça ne devait pas leur faire une grande différence. Bon. Et donc, cette idée, si vous voulez, qui est un des ressorts de ce complexe militaro-intellectuel, c'est l'idée que, de toute façon, nous faisons la guerre pour éviter la guerre. C'est ça l'originalité, vous voyez. Et donc, vous avez sur les plateaux télé, auxquels d'ailleurs j'appartiens en particulier, mais moi, je ne suis pas un belliciste, vous avez des gens qui, effectivement, progressivement, prennent de plus en plus de place. Alors parlons d'eux, parce que Pierre Conessa, c'est un complexe, ce sont à la fois des intellectuels, mais pas seulement, c'est une haute administration, c'est une forme d'élite qui pousse à la guerre, qui signe des pétitions, mais quand même, pour certains d'entre eux, on pense à peut-être un intellectuel ou certains, ils vont sur le terrain, ce ne sont pas seulement des intellectuels de salon, ils parlent aussi au nom d'une utopie, vous dénoncez cela ? Non, la différence, si vous voulez, par rapport à la génération précédente, c'est qu'ils parlent de la guerre, mais ils ne la font pas. C'est-à-dire que
On a des intellectuels qui font, effectivement, comme certains auxquels tout le monde pense, vont sur place. Ils écrivent sur un mur liberté, égalité, fraternité. Mais je suis sûr que Poutine en a frémi quand il a appris qu'on avait créé ça sur un mur. Vous êtes ironique ce matin. Non, pensez-vous. Et donc, vous n'avez pas Malraux et vous n'avez pas Régis Debray. Ce ne sont pas des gens qui vont faire la guerre. Et donc, la façon dont ils en parlent une fois arrivés ici, si vous voulez, ils ont ce label « j'ai été sur place et donc je vais vous raconter ». Mais pourtant, il y a des services officiels qui sont là pour dire « attention, c'est pas si simple, voilà la caractéristique de la crise ». Moi, j'ai assisté à des décisions publiques, si vous voulez, dans lesquelles la crise elle-même, on s'en fichait. C'était la manière dont la décision était prise dans une perspective politique interne française. Mais est-ce qu'on n'a pas une fascination, Pierre Conessa, pour la figure de l'intellectuel? Je pourrais citer Zola, qui prend la défense évidemment du condamné, la défense de Dreyfus. C'est ancré dans notre histoire avec Sartre, Camus et d'autres. C'est presque notre ADN. Oui, Zola, si vous voulez, a été la grande figure qui a créé cette espèce d'appétence des Français pour l'intellectuel polyvalent. Parce que quand effectivement il prend la défense de Dreyfus, c'est une grande cause, c'est tout à l'honneur de ces intellectuels français. Mais après, si vous voulez, la France va être habitée d'une espèce d'admiration pour ces intellectuels. Et quand on regarde a posteriori, je pense en particulier au débat Sartre-Aron, Sartre était le grand penseur de la France de l'après-guerre. Or, rarement un homme s'est trompé autant sur les questions internationales, puisqu'il a été stalinien, il a été maoïste, et en face de ça, il y avait Aron que toute la gauche diabolisait. Et c'est quand Aron est mort que tout à coup on a reconnu que le grand penseur de l'après-guerre, c'était lui. On peut en citer un autre, d'ailleurs dans votre livre, c'était Alain Badiou, le philosophe Alain Badiou. Souvenons-nous, en 1979, sur les horreurs des Khmers rouges, il avait dénoncé à l'époque une campagne anti-cambodgienne avec une tribune dans Le Monde intitulée « Kampuchea vaincra ». Ouais. Mais depuis, Pierre Conessa, il a reconnu, il s'est excusé de telles prises de position. Oui, mais vous voyez, finalement, encore une fois, j'essaye de me mettre dans la tête des rédacteurs du Monde qui ont reçu cette tribune. Bon, il y avait des journalistes du Monde qui savaient quand même ce qui s'était passé, mais je pense que pour un journal positionné comme Le Monde, d'avoir une tribune de ce qu'on considérait comme un grand intellectuel était peut-être pensé comme une contribution au débat. Mais enfin, l'horreur de ce qu'a été le Kampuchea démocratique, après coup, évidemment. Évidemment. Mais voilà. tous ces experts qui se succèdent souvent dans les médias, vous en faites aussi un peu, pardonnez-moi, Pierre Conessa, un peu partie. Et puis vous avez fait partie d'ailleurs dans votre carrière de la haute administration publique, de la DGSE aussi. Vous vous êtes jamais trompé? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais encore une fois, c'est le bouleversement qui se passe une fois que disparaît l'URSS. Par exemple, évidemment, on demandait à la DGSE d'avoir des compétences particulières sur l'URSS. Mais quand l'URSS disparaît, vous ne faites pas tout à coup une spécialité pour aller vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'Irak. D'abord parce qu'on avait soutenu l'Irak, donc on pensait qu'on connaissait. Ou alors, tout à coup, vous formez sur le salafisme djihadiste, etc. Donc, si vous voulez changer tout un système de renseignement pour avoir des experts, etc., c'est une tâche compliquée. Et donc, je vous rassure, tous les services de renseignement sont trompés. Ah non, je ne suis pas rassuré du tout, et ni nos auditeurs ce matin. Et on a l'impression, en vous lisant quand même Pierre Conessa, qu'il y a aussi une partie de nos experts qui sont armés, qui viennent armés de leurs préjugés, de beaucoup d'idéologies, avec certaines lunettes pour voir le monde. Bien sûr, parce que, si vous voulez, une fois qu'a disparu l'empire du mal, donc on s'auto-valide, évidemment, camp du bien, et puis on va s'auto-mandater gendarme de la planète. Bon. Et on a donc effectivement, et encore une fois, ce ne sont pas que des intellectuels. Vous avez des penseurs, vous avez des humanitaires. Par exemple, à propos de la Somalie. Rappelez-vous. Guerre oubliée, hein. Non, mais alors justement, ce qui est intéressant, c'est de l'expliquer pourquoi elle est oubliée aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, toute l'opinion française est scandalisée par le fait que des pillards pillent les aides humanitaires apportées par l'ONU. Et donc, l'émoi de l'opinion a appelé une décision. Moi, j'en parle avec Broman, et Broman me dit, oui, j'ai appelé mes équipes de MSF sur place, ils me disent... De Médecins sans frontières, Médecins sans frontières, pardon, et ils disent, mais les types qui volent les convois ne sont pas des voleurs, ils redistribuent à leur clan, c'est-à-dire qu'ils ne revendent pas. Et donc, si on augmente le flux, on tue une partie de la conflictualité. Et pendant qu'il est en train d'essayer d'expliquer ça à New York, Kouchner, ancien humanitaire, ministre des Affaires étrangères, décide l'intervention. Donc, vous voyez qu'il y a un basculement vers ce choix militaire, qui est souvent le plus mauvais d'ailleurs possible. Avec quel concept, rappelons-le, Pierre Conessa, la responsabilité de protéger, pour ne pas dire le droit d'ingérence. Il est à ce moment-là sanctuarisé, théorisé. Il sera théorisé, il sera légalisé un peu plus tard, mais vous voyez bien que cette responsabilité de protéger, c'est aussi une question générale, c'est-à-dire qui décide de protéger qui. Et évidemment, vous voulez dire que c'est la géométrie variable ? Bien sûr, bien sûr. Je veux dire,
pendant l'opération Plomb durci, Israël a déversé plus de bombes au kilomètre carré qu'on en a fait sur l'Allemagne nazie dans la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut se dire qu'il y a effectivement la nécessité de protéger une population palestinienne, mais il est hors de question d'aborder la question comme ça. Je vais vous prendre une expression qui va vous faire sursauter ce matin, elle n'est pas de moi, les guerres justes. J'utilise cette expression exprès pour évoquer les guerres d'Irak, du Kosovo, d'Afghanistan. L'argument était de dire, par exemple, on fait la guerre pour traquer Al-Qaïda et pour neutraliser les talibans. Donc c'est une guerre juste. Mais quel argument on peut opposer à cela ? D'abord, l'idée de guerre juste, si vous voulez, encore une fois, ça s'ancre dans une conception morale de la guerre. Ce n'est pas une conception stratégique. Bon, la meilleure preuve, c'est que le 11 septembre, il y avait 15 Saoudiens sur 19 terroristes. Or, ce n'est pas l'Arabie Saoudite que George Bush déclare la guerre en janvier 2002. Au contraire, il désigne l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord. Vous imaginez la tête des Nord-Coréens quand ils ont appris que ça allait tomber sur eux. C'était l'axe du mal, oui, effectivement. C'est l'axe du mal. Donc, vous avez bien à l'intérieur, par exemple, de l'administration américaine, un double courant qui sont les néoconservateurs, qui depuis des années, justement, pensaient qu'il incombait aux États-Unis... terre des pères fondateurs, un pays de la destinée manifeste, de faire le bien sur la planète. Bon. Or, la guerre d'Irak, ce qui est intéressant, c'est que la supériorité militaire américaine, évidemment, c'était quand même... n'oubliez pas quand même que l'Irak sortait de 10 ans d'embargo, un des embargos les plus durs, qui faisait qu'on n'importait même pas de médicaments. Il y avait des enfants qui mouraient de la rougeole quand même à l'époque. Et donc, quand la guerre est déclarée, les Américains ayant la supériorité absolue, ils vont bombarder, ils cassent les infrastructures, ils détruisent les ponts, ils détruisent les centrales d'assainissement d'eau, etc., etc. Et quand les troupes arrivent en Irak, le discours officiel de Brenner, le gouverneur désigné par Washington, c'est « Vous avez de la chance, vous avez la démocratie ». Mais il disait « Oui, mais attendez, à l'époque de la dictature, on avait de l'eau, de l'électricité, de la sécurité ». Oui, mais là, alors c'est très intéressant. Je vous ramène à aujourd'hui, la guerre sur notre sol européen, la démocratie, les valeurs, la morale, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui, justement pour expliquer cette guerre et pour justifier qu'on participe non pas directement contre Vladimir Poutine. Comment ne pas défendre l'Ukraine ? Il en va de nos valeurs, dit-on. Bien entendu, mais de toute façon, que cette guerre soit une guerre déclarée par Poutine avec invasion d'un pays étranger, c'est une évidence, c'est un fait. Donc aider l'Ukraine est une priorité absolue. Toute la question, évidemment, c'est jusqu'où, comment, etc. Donc vous voyez bien qu'on est fait naître c'est intéressant. Jusqu'où ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sur une ligne, d'ailleurs, Emmanuel Macron, même Henry Kissinger, il ne faut pas humilier la Russie, ce qui fait hurler beaucoup en affirmant cela, c'est une sorte de laisser-faire à Vladimir Poutine. Oui et non, parce qu'encore une fois, si vous ne comprenez pas pourquoi votre adversaire fait une guerre qui est une guerre limitée, je suis désolé de le répéter, mais c'est une guerre limitée. L'Ukraine est un pays qui a la taille de la France, et en fait, la guerre se passe sur la côte d'Azur. Mais la Suède et la Finlande ont très peur, et c'est pour ça qu'elles se rapprochent de l'OTAN. Bien sûr, mais je veux dire, il fait une guerre limitée, c'est difficile à entendre, mais c'est vrai qu'il ne bombarde pas Kiev avec sa supériorité aérienne, donc il y a quand même quelque chose qui est une forme de retenue chez lui, et l'idée du président est de dire, effectivement, de toute façon, il faudra négocier avec lui, selon des termes qu'il faut définir avec les Ukrainiens, c'est évident, mais il est évident qu'il ouvre la porte à quelque chose qui sera un fait géopolitique encore pendant 50 ans, c'est que la Russie appartient à l'Europe. Et donc, si on ça, on ne va pas l'effacer, on ne va pas déplacer la Russie. Par contre, votre mot va beaucoup faire réagir ce matin. Pierre Conessa, vous dites retenu, alors que nous sommes confrontés quand même à un cortège d'horreur en Ukraine. Vous dites retenu quand même. Écoutez, pour vous donner une idée, donc là, on estime qu'il y a à peu près 150 000 soldats russes en Ukraine. Pendant la guerre d'Algérie, il y avait 400 000 soldats français en Algérie. Bon. C'est pour vous dire que quand ils ont envahi l'Afghanistan, c'était pareil. C'était à peu près dans les mêmes proportions. Or, on se rend compte qu'effectivement, ces guerres, si vous voulez, elles sont limitées parce qu'on ne fait pas une guerre totale. Et donc, évidemment, ça a une contingence d'horreur, etc. Tout ça, tout le monde le sait. Mais encore une fois, on ne va pas faire disparaître la Russie du théâtre européen. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé après 91, c'est que, rappelez-vous, quand on fait les deux guerres mondiales, la première se termine en disant « l'Allemagne paiera ». Bon, or, l'Allemagne considérait qu'elle était aussi responsable que la France dans le déclenchement de ce conflit, mais puisqu'ils avaient perdu, ils paieront. Bon, vous connaissez l'histoire, les Allemands vont subir des années d'humiliation et de misère. Et puis, finalement, ils vont apporter au pouvoir un dictateur qui leur promet de leur rendre leur dignité. Là, vous êtes en train de faire la comparaison que nous sommes en train d'humilier les Russes pour des années et des années ? Non, c'est-à-dire que, si vous voulez, quand on le voit après la Seconde Guerre mondiale, qu'avec l'aide des Américains, on aide l'ennemi à se reconstituer. Bon. Avec Poutine, on était tellement contents en 91 qu'effectivement, l'URSS avait disparu, qu'on a fait des promesses orales.
Ce que je vous disais, j'en ai parlé. Vous savez que c'est contesté, hein, cela. Oui, je sais que c'est contesté. Moi, j'en ai passé avec un ami diplomate qui assistait à ces réunions, si vous voulez. Il m'a dit non, il n'y a pas de contestation possible, mais ça n'a jamais été formalisé. Et donc, que les Russes, après cette période très difficile qu'ils ont connue dans les années 2000, où il y avait effectivement, il y avait quand même une époque où il y avait 40% de l'économie russe qui était démonétisée. Ça veut dire que vous deviez aller avec votre panier d'objets à échanger pour avoir de la nourriture. Bon. Et donc, on a aidé. On a en particulier incité nos entreprises à y aller. Bon, elles ont suivi, elles ont tenté. Mais c'est vrai que, imaginez qu'est-ce que peut y avoir dans la tête d'un ancien empire qui s'est décomposé. Cet empire, il a deux caractéristiques. La première, c'est que tout à coup, des frontières administratives deviennent des frontières internationales. Et que les Russes, qui étaient dans ces frontières administratives, qui vivaient donc en Ukraine, dans les pays baltes, etc., qui ont derrière eux un passé qu'ils ignorent, c'est-à-dire que les persécutions staliniennes ont touché une quarantaine de minorités, déportées, réimportées, massacrées, etc. Et donc, quand ces pays deviennent libres, les deux histoires sont incompatibles. Et donc, il y a aujourd'hui 30 millions de Russes qui sont dispersés dans l'ancienne URSS. La crise d'Ukraine va servir de jurisprudence. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement négocier. Parce qu'il ne faut pas faire qu'après l'Ukraine, il y ait le Kazakhstan, puis qu'après le Kazakhstan, il y ait les pays baltes, etc. Et ne jamais oublier l'histoire. C'est aussi ce que vous rappelez dans votre livre, Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel. On vous remercie, Pierre Conessa. Merci d'être venu, d'avoir répondu à nos questions ce matin et bonne journée à vous. Merci.